enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del Hey, salut Arbre 1917 qui est l'œil en avance mais en fait qui est à l'heure tout simplement. Et puis salut à Twitch de manière générale, salut YouTube. Pour les gens qui regardent la rediffusion sur YouTube, pensez à mettre le commentaire, le like et à me suivre. Alors plutôt sur Twitch quand même que sur YouTube, c'est quand même plus intéressant le format sur Twitch que sur YouTube. Voilà, prioritairement. Voilà. Donc intro exceptionnelle où au lieu de vous mettre Dies Irae, le Dies Irae de Mozart, on a eu droit au chant des partisans puis à Bella Ciao parce que bon c'est mon bloc. Alors j'ai mis aussi deux musiques de suite parce que je voulais vraiment qu'il y ait un peu de monde pour faire ce live parce que effectivement j'ai une ambition très particulière pour ce live. Alors j'ai prévu un truc tout venant, un peu classique, juste réagir au pourquoi Marc Bloch au Panthéon de Nota Bene. Où du coup en fait il y a des choses, c'est intéressant parce que je vais plutôt être globalement dans une vibe un peu positive. Même si j'aurais des trucs à redire, donc ça me permettra de faire un bon support pour le style que je veux donner aux vidéos. Mais j'ai un autre projet en tête, un peu plus ambitieux et un peu différent, et c'est pour ça que je vous disais, je veux que ce soit un live un peu spécial. J'aimerais bien, pour ceux qui sont volontaires du moins, qu'on discute dans le Discord en fait du communautaire, en fait, et avoir un échange vraiment avec les gens, parce que plutôt que de réagir en contradiction ou en porte-à-faux, en fait, avec les intervenants du débat public ce sujet-là. En fait, je préférerais juste qu'on discute de vous, qu'est-ce qui vous parle sur ces enjeux, sur ces sujets-là, de quoi je peux vous parler sur la vie de Marc Bloch, qu'est-ce qu'on peut raconter d'intéressant sur l'histoire, parce que c'est à ce titre-là que c'est intéressant ce moment-là. Sur l'histoire, sur un certain rapport du coup de l'historien du scientifique au militantisme. C'est alors à une lutte résistante et antifasciste bien vénère et bien concrète qui lui a valu la mort d'ailleurs, hein, à Marc Bloch. Et du coup, alors pour le moment, je vais plutôt lancer, tant que j'ai pas trop de réponses, je vais plutôt lancer du coup le pourquoi Marc Bloch entre au Panthéon de Nota Bene, mais en fait j'attends un peu les réponses, etc. S'il y a des gens qui sont partants pour faire une discussion un peu plus fluide dans le Discord de communautaire, je serais assez partant, c'est un format qui me plairait beaucoup plus pour parler de ce sujet-là. Depuis presque 12 ans, à travers Nota Bene, je m'efforce de vous transmettre ma passion pour l'histoire en tissant des liens solides avec des historiens, des musées, des institutions, mais aussi avec vous, hein, les passionnés qui suivez cette aventure. Parce que oui, l'histoire avec un grand H, c'est pas juste une suite d'événements passés. C'est un outil qui est essentiel pour comprendre notre présent en analysant les causes, les conséquences et les multiples regards portés sur chaque époque. Depuis Hérodote jusqu'aux grands historiens de notre époque, la manière d'écrire et de penser l'histoire a évolué. Mais s'il y a un nom qu'on ne peut ignorer au XXe siècle, c'est celui de Marc Bloch. Résistant, cofondateur des Annales, auteur du célèbre Apologie pour l'histoire, il a révolutionné la discipline en lui donnant une approche plus globale, plus humaine, loin des simples dates et des faits bruts. Et c'est donc tout un symbole qu'en juin 2026, Marc Bloch fasse son entrée au Panthéon, ce temple républicain qui rend hommage aux grandes figures de l'histoire de France. Depuis le début de la Ve République, c'est le président de la République, en accord avec la famille, qui décide de cette reconnaissance nationale. Marc Bloch va donc rejoindre des grands noms comme Mirabeau, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Jean Moulin, Simone Veil, Maurice Genevoix, Missak Manoukian, Joséphine Baker et récemment Robert Badinter. Alors,
Comment cet historien, père de famille, agrégé, professeur, est-il devenu une figure du danger aux yeux de l'occupant nazi? Comment la science historique peut-elle devenir un acte de révolte? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cet épisode. Issu d'une famille juive alsacienne, Marc Bloch. Alors, je vais, du coup, alors c'est bien parce que la vidéo de Nota Bene, elle est prédécoupée, elle est chapitrée, donc je sais que je vais m'arrêter à la fin de chaque chapitre. Comme ça, voilà, je sais à quel niveau je peux équilibrer pour justifier le commentariat tout en le laissant un peu développé. Alors déjà, j'ai deux, trois trucs à dire sur le. Alors, Marc Bloch, dans sa conception d'histoire, il innove pas forcément tout à fait, puisque en fait, il a la même conception finalement très communicante entre différentes sciences humaines qu'avait par exemple son père, et qui lui aussi était déjà historien, et qu'en fait avait deux trois personnes aussi globalement dans le milieu déjà avant lui. En fait, ce qu'il a fait plutôt, c'est il a formalisé et introduit de manière un peu un peu formelle, c'est ça, un débat en fait sur justement sur sur la manière de travailler l'histoire, en sachant que alors un truc qui a parfois été dit, c'est de dire que à l'époque, l'histoire, globalement, le grand courant gagnant, c'est le positivisme. C'est un peu le truc qui suggérait, c'est l'idée de dire, il y a des dates, lors de ces dates, il y a des faits, et finalement, une histoire objective, neutre et qui est scientifique, en fait, c'est finalement dérouler exactement une succession. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bref. Euh, bref, mais qu'est-ce que je racontais? Euh, euh, le, je sais plus, qu'est-ce que je disais? Euh, euh, oui, donc c'est pas juste une succession de positivistes. Je comprends toujours pas. Mais bref, je dois pas avoir la ref, mais le oui, le positivisme, du coup, une succession de positives en histoire, parce que du coup, ça existe aussi dans les autres sciences humaines. L'idée étant de dire que on doit seulement tirer, en fait, poser un certain nombre de faits, et puis et voilà tout, une succession de faits. Et en fait, Marc Bloch, il milite véritablement en histoire au sein de la discipline historique pour avoir une approche où on assume en fait l'interprétation. Déjà, on assume pourquoi est-ce que c'est un intérêt de se pencher sur tel ou tel sujet. Voilà. On assume aussi que en fait, bah, toute histoire est contemporaine. Finalement, le présent adresse ses questions au passé. En réalité, on n'est jamais dans la plus stricte analyse du passé seulement. Voilà. Et alors donc le positivisme, c'est ça. Mais alors après, un truc qui a sens à être dit, et c'est aussi le cas dans la vidéo de Nota Bene, et c'est quand même assez. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est de placer en gros l'idée que le positivisme est hégémonique à l'époque. Euh, alors, oui et non. Le positivisme a une relative hégémonie, mais il y a quand même des courants de l'histoire qui lui sont concurrents. Il y a il y a une histoire qu'on peut qualifier de peut-être. Alors je pense que le mot est un peu plus tardif, mais qu'on peut peut-être qualifier de intentionnaliste. Il se fixe un peu plus sur les grands personnages, et qui est notamment une histoire assez pratiquée par des personnalités beaucoup plus réactionnaires pour le coup. Euh, et il y a d'ores et déjà à l'époque une histoire matérialiste dialectique qui est qui est pas tant une histoire marxiste à l'époque, d'autant que l'université est très verrouillée d'un point de vue du niveau de capital et d'accès à la culture qu'il faut d'ores et déjà avoir dans sa famille
pour réussir à y entrer. Genre, ça a rien à voir, le niveau de sélection sociale n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est plutôt une histoire héritière de Guizot, l'historien qui a été Premier ministre sous la monarchie de Juillet, et qui est la source d'inspiration d'un point de vue historique pour Marx, pour sa philosophie, puisque je le rappelle, Marx est philosophe et économiste, il n'est pas historien, et ses analyses et son propos sur l'histoire, en fait, il les emprunte à Guizot, globalement, sur lesquels il fixe une grille de lecture peut-être un peu différente. Mais mais pas beaucoup plus en réalité. Et d'ailleurs, il parle du fait que dans ses écrits, du fait que sur le holisme méthodologique au sujet au sujet du regard porté sur la société, sur le matérialisme dialectique, finalement, il emprunte ça à des historiens bourgeois ou aristocrates, et effectivement, il s'agit notamment de Guizot et Louis de Bonald pour le holisme. Donc voilà. Euh, et donc effectivement de quoi en fait il y a déjà un peu trois hommes dans la place, et Marc Bloch arrive avec du coup cette défense comment dire, de ce qui va derrière devenir l'école des annales, dans le sens où Marc Bloch devient contributeur de la revue des annales. Euh, Ouais, question sur le holding. Alors justement, je sais pas s'ils étaient là, si tu étais connecté quand je disais ça tout à l'heure, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse genre un débat oral sur Discord. Mais vas-y, sinon dis ta question. Bah du coup, au passage, du coup ça mérite de savoir du coup Discord, pas Discord, la malle, pas la malle. Mais du coup, oui, oui, vas-y, du coup, mais donc, Marc Bloch, en fait, si on doit parler de philosophie des sciences, l'école des annales en histoire, c'est peut-être un peu c'est la version pour les historiens de ce qui va être beaucoup un tournant culturaliste. Un truc qui se place peut-être entre le matérialisme dialectique et le positivisme, enfin, à l'intersection entre les deux, et comment dire? Et qui en gros, assume une vision, de l'histoire assez basée sur des choses concrètes, interroger interroger le terrain, la géographie, les déterminismes géographiques, les déterminismes en termes éventuellement de type de famille, puisque, comment dire? Euh, je rappelle que Emmanuel Todd, qui bosse justement sur les modèles familiaux, qui est assez connu pour ça, il appartient à l'école des annales lui aussi. Et du coup, on est sur une idée un peu d'interroger des choses assez concrètes, mais qui se rapportent pas forcément au strict rapport de classe sociale. Même si ça peut en faire partie aussi. D'ailleurs, Marc Bloch, qui est médiéviste, dans sa vision de la société féodale, il est un peu contributeur de la vision que vous avez aujourd'hui comment dire, de la société médiévale, en mode de société par la société des ordres, tout ça, c'est un contributeur un peu d'une certaine vision classique, devenue classique depuis de l'ère médiévale. C'est aussi quelqu'un, alors du coup, quelqu'un qui, en termes d'œuvres historiennes, est connu pour les rois thaumaturges, hein, notamment. Il interroge ce que c'est comme régime de sens, du coup, enfin, ce truc-là. Et c'est intéressant parce que, du coup, cette question des rois thaumaturges, autant on voit d'ores et déjà qu'on n'est pas du tout dans une histoire marxiste, qui par exemple, enfin, qui interrogerait pas forcément ce genre de truc, qui irait sur du rapport un peu plus strictement conflictuel, peut-être qui interrogerait des rapports plus strictement conflictuels, mais la question des rois thaumaturges, bah, par exemple, lui, pour le coup, il interroge un peu le social, il brise un tabou quand même un peu, enfin, il y contribue, attention, Marc Bloch n'agit jamais tout seul, il y a d'autres personnes aussi avec lui, sur en fait, qu'est-ce que le sacré, le commun autour du sacré, pourquoi est-ce que ça revêt une importance pour ces gens-là, et il essaie de comprendre ça à partir de lui étant quelqu'un de athée avec une approche assez laïque d'ailleurs de la société, essaye de comprendre que c'est du coup que ces manifestations religieuses. Donc les rois thaumaturges, ah oui, j'ai pas précisé pour ceux pour qui c'est pas évident, les rois thaumaturges, c'est le fait que hypothétiquement le roi après le sacre soit capable de soigner quelqu'un par le toucher.
Du coup, tu parles de quoi exactement, du coup, sur ton message? Parce que, alors oui, il y a un décalage hein, au niveau du chat, c'est pas volontaire, c'est à cause de la connexion. Donc ouais, alors du coup, j'ajoute ça pour les messages, vraiment, précisez de quoi vous parlez, parce que vu que mon flot de parole évolue entre le temps où, enfin, où je parle et puis le moment où je vais voir votre message, du coup, je ne sais pas sur quoi vous réagissiez. Euh, mais alors, s'il s'agit de Marc Bloch sur ses positions sur l'école des annales, etc., ça l'est. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Le holisme, c'est pas du tout, c'est absolument pas consensuel. Alors en fait, faut bien comprendre. Déjà, faut comprendre qu'aujourd'hui, on est un peu dans une université où individuellement, les enseignants-chercheurs vont avoir une tendance à vouloir se positionner en mode vision nuancée et en mode je suis ni individualiste ni holiste. Ce qui n'existe pas. Enfin, tu lorgnes d'un côté des deux. Ne pas être un mécaniste absolu, ni un espèce de libertarien teubé qui comprend pas les détermine du tout l'existence même d'une société. Ça veut pas dire ça veut pas dire que t'es pas clivé sur la question du holisme ou de l'individualisme. Et en réalité, on a vraiment aujourd'hui en sciences sociales, il y a vraiment plutôt un triomphe de l'individualisme en réalité. Le holisme, c'est vraiment une vision assez minoritaire. Après, ça dépend aussi où est-ce que tu t'informes, parce que mais même, alors je peux te dire un truc, hein, mais Johan Chapoutot, il fait une histoire individualiste. Enfin, alors il parle, il a beau parler régulièrement en tant que personnalité publique de la question de la classe, etc. Chapoutot, dans ses livres, son enjeu, c'est d'essayer de comprendre, en se fixant sur quelques personnalités, d'essayer de comprendre leur mentalité, leur raisonnement, etc. Il fait une histoire où du coup il essaye de comprendre comment est-ce que les bourreaux ont pu se faire bourreaux. Et ça, eh ben, c'est une approche, alors pour être très précis, c'est une approche compréhensiviste, c'est une approche peut-être plutôt, alors c'est une approche culturaliste, mais sur la borne holisme individualisme, c'est une vision individualiste des choses. Euh, D'ailleurs, il y a des historiens qui bossent autour de lui qui ont une approche beaucoup plus holistique. Je vous prends Nicolas Patin, par exemple. Nicolas Patin qui fait une archéosociologie électorale de l'Allemagne de Weimar. Lui, il interroge vraiment, il est sur son histoire, son sujet, ce sont de grands groupes. Il parle d'individus en tant que députés au Reichstag, mais en fait, il les ramène tout le temps à leurs conditions globalement globales. Hein. Alors en ce moment, je lis sa biographie, Nicolas Patin, de Nicolas Patin, Kruger, un bourreau ordinaire. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle une agiographie. C'est un piratage du format de la biographie pour en réalité parler de tout le contexte en fait social, de tout le monde social de son personnage. Le type dont il parle, Kruger, qui est HSSPF, plus haute autorité de la SS dans la Pologne occupée, et dans une partie de l'Ukraine derrière, qui est annexée administrativement lors de l'invasion Barbarossa. Il est, comment dire, il le prend en fait comme un sujet, vraiment comme un sujet de groupe. Comment dire, alors que Johan Chapoutot, quand il bosse ces sujets, alors déjà il te regarde individu par individu, l'expression d'un certain intellectuel nazi, et il bosse vraiment sur de l'idéologie. Mais pas sur l'idéologie au sens marxiste, hein, vraiment sur une certaine expression culturelle, voilà, qui va pas forcément. Alors autant à l'oral, il va avoir tendance à rappeler des évidences sur la manière dont c'est situé socialement, etc. Mais c'est pas forcément le cas à l'écrit, c'est pas trop son sujet. Et en fait, donc il fait pas une histoire holiste ou marxiste ou quoi que ce soit, hein, d'ailleurs, Chapoutot. D'ailleurs, j'en profite pour dire autre chose. Chapoutot, il peut y avoir une tension des fois entre sa méthode historiographique et le fait que par ailleurs, d'un point de vue analytique, d'un point de vue de son point de vue sur la société, il peut avoir des visions un tout peu. Non, même pas, parce qu'en plus, non mais Johan Chapoutot, moi je me souviens maintenant, je l'ai entendu lors d'une conférence où il disait même du mal du holisme en soi. Bah, d'ailleurs, il travaille sur les nazis qui sont des holistes, et lui, il disqualifie le holisme en tant que tel. D'ailleurs, dans ses livres les plus anciens, il avait aussi des mots assez durs avec la comparaison avec le stalinisme. Hein. Alors aujourd'hui, il le fait moins pour des raisons parce il s'est un peu plus politisé, il s'est politisé différemment plutôt en tant qu'historien. Mais voilà, donc c'est pas du tout. Et Chapoutot, il est considéré, tu vois, comme subversif de par certains trucs qu'il amène sur des questions de classe sociale ou de compréhension des bourreaux et tout. Donc pour te dire que ce gars-là, qu'un individualiste qui par ailleurs peut avoir des côtés ambigus parce qu'en fait en réalité il épouse le tournant culturaliste, le tournant comment dire, compréhensif des acteurs.
histoire compréhensible des acteurs, en fait, en réalité, même ça, c'est subversif vers la gauche. Donc pour te dire à quel point le holisme, ça n'a pas bonne presse en sciences sociales, à part dans un contexte, c'est la sociologie, où le holisme est né. Où là, pour le coup, peut-être que en France, il y a après, c'est un peu une question d'observation personnelle, mais j'ai plus eu des profs qui étaient durkheimiens, qui étaient holistes du coup en sociologie pour la socio, que de profs qui étaient individualistes, qui étaient weberiens quand on parle de sociologie. Voilà. Et après, alors un autre truc à signaler, c'est que quand vous entendez parler de sociologie, souvent, en vérité, vous entendez parler de sociologie individualiste globalement. C'est voilà, donc le biais idéologique est vraiment en faveur de l'individualisme. Voilà. Donc c'était pour répondre à ton du coup ta question. Ouais. Donc mais alors du coup justement, alors un truc intéressant aussi sur l'école des annales et Marc Bloch. Marc Bloch par certains aspects, il peut paraître être devenu hégémonique dans le sens où dans le discours, enfin comment dire, dans l'apologie pour l'histoire, il parle un peu de la méthode de l'historien et tout. Il y a beaucoup de choses qu'il dit dedans qui sont assez. Voilà, bah, de rien, de rien. Il y a beaucoup de choses qu'il dit dedans qui sont assez communes, quoi. Aujourd'hui, qui sont devenues assez communes après lui, comme manière de voir les choses. Et en même temps, il y en a d'autres qui sont assez, enfin, qui sont assez minoritaires, parce que pour le coup, comment, euh, si l'école des annales, peut-être qu'elle a une certaine hégémonie pour les gens qui se posent ces questions d'école historiographique, qui se situent dans un groupe de recherche, dans un monde de recherche enseignant, t'as toujours quand même une bonne partie des chercheurs qui sont justement, qui au nom d'une certaine distance critique, veulent pas forcément s'affilier à certains types de méthodes, et qui en réalité font une histoire extrêmement individualiste. Euh, c'est c'est des choses c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors là, du coup, ça soulève aussi une tension, mais une tension historique du libéralisme culturel, qui est, enfin, qui est vrai pour plein de trucs, qui est vrai pour. Alors, en histoire, c'est marrant parce que comment euh, Marc Bloch a été minoritaire de son vivant et est depuis devenu enfin, quasi hégémonique. Euh, En revanche, enfin de la même manière que Michelet par exemple, qui était un autre historien beaucoup de la Révolution française, de son vivant était alors non seulement très contesté, mais surtout, enfin Michelet, il bosse, il commence à essayer de bosser sous la monarchie de Juillet. Il se fait interdire la présence à l'université. Il a réautorisation de pratiquer sous la Seconde République. Il se fait réinterdire de pratique par le Second Empire pour mourir globalement sous le Second Empire, puis sous le Second Empire et puis finalement être canonisé comme un genre d'historien officiel de la Troisième République. Mais après sa mort et après du coup la victoire de la Troisième République sur l'Empire. Et Jules Michelet, c'est vraiment l'auteur de plein d'œuvres qui ont fait référence pour édifier un roman national sous la Troisième République. Et ce gars-là, qui du coup était vraiment dans la bande très progressiste à son époque, très à gauche, et qui était minoritaire, qui était subversif et tout, en fait, il a été transformé après sa mort, alors aussi en partie parce que réellement une partie de sa pensée, elle a emporté, mais certaines aspérités qui pourraient choquer après coup ont aussi ont été gommés, quoi. Il a été transformé en historien officiel quasiment de la Troisième République, à, à post-mortem. Et on peut se demander si avec Mark Bloch, il n'y a pas un phénomène assez analogue où en fait le gars finalement avait quelque chose de subversif de son vivant et par rapport par rapport à une histoire libérale, positiviste, j'entends. Euh, finalement, maintenant, alors pas mal d'années après sa mort, il a une vision de l'histoire qui est devenue relativement hégémonique. Donc ça peut, comment dire, moi le fait que des figures contestataires se retrouvent, comment dire, réappropriées un peu par le consensus du bloc central et par la légitimité de l'État, ça m'interroge toujours un peu. Enfin, je ne saurais dire exactement comment
je me positionne par rapport à ça, mais c'est intéressant de le soulever, quoi. Je pense qu'on peut relancer. Bloch naît à Lyon le 6 juillet 1886. Sa famille appartient aux Optans, des Alsaciens qui, après la défaite française de 1870-1871, ont choisi de rester français en quittant leur terre natale, annexée par l'Empire allemand. Il est le fils de Gustave Bloch, un professeur d'histoire ancienne à l'Université de Lyon et de la Sorbonne. Lui-même fils de Marc Bloch, un directeur d'école. Son père a joué un Histoire ancienne, c'est comment dire, euh, c'est Antiquité, ère classique, au Moyen Âge. Salut, no food just my cat. Donc voilà. Alors ère classique, c'est ce que vous représentez souvent quand on parle d'Antiquité. C'est de comment dire, de peut-être de 200 avant Jésus-Christ jusqu'à la chute. L'ère classique, comment dire? L'ère classique du coup c'est en fait c'est une période temporelle qui trouve entre moins 200 avant Jésus-Christ à peu près, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident. Globalement, voilà. Alors on a tendance maintenant, alors normalement c'était une subdivision de l'Antiquité, l'ère classique. Maintenant, il y a certains historiens, et moi je suis plutôt d'accord avec ça, qui limitent ça comme à part de l'Antiquité, parce qu'en fait, l'Antiquité plus ancienne, plus profonde, on va dire, on peut pas bosser sur les sources de la même manière par rapport à ce que je vous disais, l'ère classique. Où le niveau de présence qu'on peut retrouver d'écriture est pas le même, quoi, par exemple. Donc voilà. Donc quand on dit histoire ancienne, c'est du coup c'est Antiquité, ère classique et le Haut Moyen Âge. Euh, rôle fondamental dans son éducation en lui transmettant l'exigence de rigueur intellectuelle et le goût pour l'enseignement. Il baigne alors très jeune dans un milieu républicain, dreyfusard et proche des cercles socialistes de la Troisième République, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Mais Marc Bloch ne suit pas exactement les pas de son père. Non, une précision qui a rarement été faite. Marc Bloch avait sa carte à la SFIO, à la section française de la seconde internationale ouvrière, au moment où il n'y avait pas encore le schisme avant la Première Guerre mondiale. Et Marc Bloch, d'ailleurs, les premières lectures, parmi les premières lectures qu'il a fait de sa vie, selon son père, il y a eu le Capital de Marx et globalement il y a eu les œuvres de Marx. Marc Bloch n'était pas marxiste à proprement parler, il était socialiste révisionniste, tendance Jaurès en France, mais aussi en regardant ce qui se passait à l'international du côté de Bernstein, qui est le révisionnisme allemand. Voilà. Donc, et déjà, alors nous, on est des cocos, donc on peut se dire que oui, bon, c'est du slop socialisme bourgeois, ok. Alors non, en vrai, alors dans le contexte déjà, rien qu'être socialiste comme ça, ou du coup, enfin, c'est vraiment l'idée à l'époque, c'était, enfin, malgré tout, il y avait une visée. Quand on dit réformiste, c'est genre, c'est pas genre comme aujourd'hui, genre être restreint à faire des réformes. C'est dire, on peut pousser la révolution d'abord en mettant un pied dans les institutions, dans les urnes, etc. Et on peut, comment dire, on peut faire passer des lois qui vont structurer un processus révolutionnaire. C'est pas l'ouverture des possibles que proposait le socialisme réformiste à l'époque, c'est pas ce qui est devenu ce qu'on appelle réformiste aujourd'hui, qui est la pratique des sociodémocrates au pouvoir, quoi. Oui, exactement, des socialistes plus radicaux que le PCF d'aujourd'hui, tout à fait. Euh, oui, bon, bah oui, c'est triste. Et alors, c'est marrant parce que Marc Bloch, il a toujours eu une parole assez critique vis-à-vis de tout ce qui peut être propagande politique. Sur le principe même de l'existence d'une propagande politique, on sait qu'il s'informait via des journaux comme bah, il s'informait en lisant l'Humanité en France. Il lisait aussi la presse internationale socialiste d'Angleterre, d'Allemagne, etc. pour se renseigner. C'est ça, c'est source d'information de l'actualité. Donc aussi, faut
Marc Bloch est quand même plus militant et plus clivant à l'époque sur ses positions que ce que, peuvent vouloir faire croire certaines personnes qui veulent un peu trop l'aseptiser pour aujourd'hui. Alors après, Marc Bloch notamment avant même la Résistance a un engagement antifasciste très fort et visible et choisit de le faire plutôt, avec les communistes au début, dans le sens où il voit ça comme l'antifascisme sérieux en fait, post-1920 et avant de finalement, mais enfin, alors en réalité comme beaucoup de monde, hein, parmi les intellectuels, qui pouvaient être complètement de route du parti, avant de rompre, à cause du pacte germano-soviétique et de plutôt se réorienter vers la SFIO de l'époque qui du coup qui sont les SOSDEM du coup qui sont, Léon Blum, qui eux pour le coup, sont, réformistes au sens où classique où on l'entend aujourd'hui, hein, dans le sens où, il n'y a pas de visée, il y a pas de vraie visée révolutionnaire, c'est authentiquement juste pour se déplacer et faire des réformes sociales, quoi. C'est ça la visée. C'est des sociaux-démocrates à ce moment-là. Et voilà. Mais voilà, aussi avec d'autres particularités, c'est que Mark Bloch, alors, il est, comment dire, quand la guerre de 14 quand la guerre de 14 se déclenche, il suit, on va dire, patriotiquement son devoir et il va au front, il est officier de logistique et sous-officier de logistique pour être précis. Alors, je crois il a quand même quelques grades au fur et à mesure, donc il est quand même, il est, il a des N, il a des N-2 en gros, Euh, et euh, et en fait, il a des paroles très 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 dures contre l'ennemi allemand du début à la fin de la guerre, alors que au bout d'un moment, le comportement majoritaire chez les soldats a fini par être un peu une sorte de sympathie et de comment dire, de sympathie de pitié pour l'adversaire, donc ils imaginent bien vivre finalement la même guerre qu'eux, quoi. Et Mark Bloch n'est pas dans ce rayon-là. Mark Bloch est jusqu'au bout dans une vision patriotique du truc et défense de la nation en danger. Tout à fait rallié à l'union sacrée, tout ça. Donc voilà, donc pour dire aussi le genre de particularité qu'il peut y avoir et que c'est bien d'aborder quand même. Euh, Parce que Marc Bloch, d'ailleurs, c'est pas lui faire insulte d'ailleurs que de ramener des choses qu'on estime un peu négatives ou nuancées sur lui. Marc Bloch lui-même étant historien et ayant enfin justement voulu faire une histoire qui soit notamment pas juste enfin, de l'apologie des grands noms. Je vous disais au début enfin quand No Food Josh Maika n'était pas là, que certes il s'oppose à une histoire positiviste plutôt euh, hégémonique, mais il s'oppose aussi à une autre histoire qui est forte aussi, qui est une histoire qu'on pourrait qualifier peut-être plus d'intentionnaliste, qui se fixe un peu plus sur les grands personnages aussi. Euh, donc une histoire beaucoup plus réactionnaire, dont par exemple un des tenants dans l'université française, ça va être Jacques Bainville, qui est membre de l'Action française. Et voilà, donc c'est bien de remettre Marlock aussi dans la conflictualité qu'il pouvait y avoir réelle dans ses engagements. Aussi, alors autre chose, euh, dans Marc Bloch dans Entre-deux-guerres n'est pas particulièrement pacifiste. Il a plutôt il est plutôt, enfin il est très très anti-munichois et lui encore une fois dans cette vision patriotique défense de la nation etc. Il est en mode partir au carton contre l'Allemagne, ce qui entre en contradiction avec la culture notamment du PCF de l'époque et de pas mal d'autres gens où en mode non on ne recommence pas la guerre impérialiste, il y a d'autres comment dire, on peut pas de gain entre les peuples, pas de paix entre les classes, on peut toujours compter sur le potentiel révolutionnaire du prolétariat allemand. Bon, alors en fait, à l'époque, il n'y avait pas une analyse aussi poussée que ce qu'on a pu faire a posteriori du phénomène fasciste et du phénomène nazi. Mais la révolution prolétarienne sous l'Allemagne nazie, même en faisant une histoire contrefactuelle, c'est peu ou prou impossible, hein. C'est le système est verrouillé quoi pour ça. Euh, donc voilà, ça permet d'aborder 2-3 trucs sur justement les positionnements. C'est quoi ces positionnements politiques de Manglobe quand même? Parce que pour rentrer un peu plus en détail que de dire il est proche des socialistes, alors plus en détail, c'est vraiment
c'est un militant vraiment réellement antifasciste et socialiste socialiste réformiste, mais pas dans le sens SOSDEM, dans le sens enfin comme Jean Jaurès quoi. puisqu'il se passionne pour le Moyen Âge, une époque alors moins explorée dans les milieux universitaires. Dès 1904, il rentre à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où il obtient l'agrégation d'histoire et de géographie en 1908. Il complète sa formation par un séjour à Berlin et Leipzig, où il découvre de nouvelles approches historiques et devient pensionnaire à la Fondation Thiers de 1909 à 1912. C'est à cette époque qu'il s'intéresse à la sociologie d'Émile Durkheim et à la psychologie collective, des influences qui marqueront durablement sa méthode historique. En 1913, il commence à enseigner en lycée à Montpellier, puis à Amiens. Mais ses projets académiques sont brutalement interrompus par la Première Guerre mondiale. Bloch. Je crois qu'il en parle pas, je sais plus si Nota Bene en parle, mais quand même, Marc Bloch en tant qu'enseignant n'est pas très apprécié de ses étudiants. Il est vu comme terrifiant, très sévère, et il est pas, du coup, il a pas là aussi ça permet d'un peu de nuancer le portrait du gars. C'est pas Marc Bloch, c'est pas quelqu'un de très moderne dans sa manière dans ses idées assez larges peut-être, mais dans sa manière d'habiter le monde, pas forcément. Déjà, il y a cette très forte sévérité vis-à-vis de ses étudiants, qui peut être étonnante même à l'époque. Et il y a son modèle familial vraiment ultra patriarcal. Margot a 6 enfants, il s'occupe d'aucun d'entre eux avant qu'ils aient l'âge d'avoir de la conversation. Alors, ce qui peut être un comportement assez normal des élites intellectuelles de l'époque. En revanche, c'est pas un comportement forcément très normal de la part de la majorité de la population dans sa totalité. Je peux, bon, c'est un peu provocateur, je peux même balancer une punchline, mais dans la mesure où Julien Rochdy a un intérêt pour ses enfants et est étonné en tant qu'homme d'avoir finalement un intérêt pour ses enfants avant qu'il soit capable de parler, Marc Bloch finalement là-dessus sur sa manière de gérer sa famille personnellement est moins progressiste que Julien Rochdy. Aïe aïe aïe, les problèmes. Les problèmes. Bref, du coup, il est aussi vu comme assez sévère du point de vue de ses enfants, qui d'ailleurs m'ont parlé, etc. Enfin, sans être violent, mais juste il est distant. Alors pour le coup, il a une relation très appréciée de sa femme, enfin avec sa femme qui est très appréciée de sa part. C'est comme assez romantique, une relation assez vue par sa compagne comme assez belle et fusionnelle. Et voilà, il n'y a pas de ce point de vue-là, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, donc c'est intéressant aussi de ramener quand même ces choses-là, du coup, sur on va dire l'homme derrière le géant de la vie publique, la personnalité réelle derrière le géant de la vie publique. Et euh, ouais, hop, bah oui, bah, c'était un bon aparté. À travers son histoire familiale et ses choix, c'est un patriote et un fonctionnaire. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il est aussi mobilisé en tant que sergent d'infanterie. Loin d'être pacifiste, Marc Bloch considère la défense de la France républicaine face au militarisme du Deuxième Reich comme une nécessité. Il voit la guerre comme un devoir patriotique. Une idée largement partagée par les enseignants de l'époque, eux aussi issus de la méritocratie républicaine. Comme beaucoup d'intellectuels de sa génération, Bloch s'engage totalement à l'image de l'écrivain Charles Péguy, tué dès les premiers jours du. Alors, par contre, pour le coup, autant il y a un peu de transformation sociale. euh, en fait, globalement, bon, de la petite notabilité, de la petite bourgeoisie, ce genre de choses, en fonctionnaire, et du coup en une classe un peu à part, un peu différente, euh, avec un rôle social progressiste, etc. Mais Marc Bloch, pour le coup, c'est pas ça. Marc Bloch, il est fils d'un historien d'un petit peu de renom, et il est petit-fils encore d'un historien. Donc pour le coup, sa position sociale, lui, pour le coup, il l'a vraiment en héritage. On parlait de héritier de la méritocratie républicaine. Alors oui, Marc Bloch est un excellent élève, mais du coup, c'est vraiment
on parlait de sociologie de Durkheimienne, lui pour le coup c'est vraiment une stricte reproduction sociale, hein. Son parcours est vraiment une reproduction sociale à fond. Même, bah, d'ailleurs, même dans ses positions politiques, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de mal à ça. Mais son socialisme réformiste, même ça, enfin, il le tient un peu du père, comme ça se fait beaucoup à l'époque dans ce genre de famille, l'habitue à la lecture des œuvres, avec les œuvres de Marx, quoi. Donc, notamment, enfin, c'est quelque chose d'assez courant à l'époque, d'ailleurs. Mais voilà, donc en plus, même son rapport à sa judéité, pour le coup, est très conformiste social dans sa famille, puisque bon, il n'est pas. Euh, les branches les plus éloignées de la famille sont juives vraiment pratiquantes, croyantes, mais en lui-même, lui, il vit dans un foyer de famille nucléaire, laïque, avec une petite dimension même d'un point de vue à strictement parler de la grille d'analyse de l'histoire, peut-être un petit peu anticléricale, à la limite, sur les morts. Et, et en fait, il le voit, en fait, alors il a eu cette phrase, du coup, il se revendique juif que quand il a affaire à des antisémites. Et en fait, même cette manière-là de vivre avec son hypothétique judéité, en réalité, c'est son ascendance juive plutôt, parce que lui n'est pas juif puisque pas croyant, de fait. Bah, même ça, c'est un héritage familial. Donc, pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas tout un tas de mérite, etc. Mais c'est quand même, Mark Bloch, c'est vraiment le produit pur et dur et sans rupture nette, hein, de son environnement familial. Et enfin, y a pas de mal à ça, mais juste, de fait, c'est le cas. Et alors du coup, donc c'est pas un bon exemple de méritocratie républicaine en l'occurrence, Marc Bloch, hein. Et alors que pourtant il y en a plein des vrais exemples de l'époque. Vu que c'est le moment des hussards noirs de la République, ils formaient plein de fonctionnaires pour les envoyer détruire les patois locaux et former de bons soldats pour aller mourir pour la patrie des industriels, etc. Bon, je troll un peu, je rajoute, il y a aussi une dimension historiquement progressiste de l'extension de l'école, bien sûr, de l'école gratuite, publique, etc. Mais voilà, il y a ça aussi, quoi. Pas être. J'ai un peu dissonné avec un récit un peu trop de prof, quoi. Conflit. Blessé, malade mais toujours volontaire, il retourne au front et gravit les échelons, et il fait partie de ces combattants qui ont vécu les 4 années d'une guerre particulièrement meurtrière. Cette guerre, il la termine comme capitaine dans le service des essences, décoré de la Croix de guerre avec 4 citations et la Légion d'honneur. Un parcours militaire loin d'être anecdotique qui sera essentiel pour la construction de son regard d'historien. La guerre, pour Bloch, c'est à la fois un drame personnel et un objet d'analyse. D'ailleurs, il écrit 2 choses importantes pendant la guerre. D'une part, il rédige ses souvenirs de guerre immédiatement après avoir été blessé, en relatant les 7 premiers mois du conflit. On y retrouve déjà sa réflexion sur la mémoire et l'oubli, un thème qu'il commence à explorer pendant qu'il est encore au front. Ensuite, il laisse dans sa correspondance des légendes très évocatrices sur les photographies prises pendant le conflit. Mais surtout, dès 1921, il publie un article fondamental, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Il y analyse les mécanismes de la rumeur et de la désinformation en temps de guerre. C'est un texte pionnier qui anticipe des problématiques qui résonnent encore aujourd'hui à l'heure des fake news. Ce qu'on lit là, écrit il y a plus de 100 ans, ça peut encore nous servir aujourd'hui. Pour Bloch, la guerre n'est pas qu'une expérience militaire, c'est aussi un terrain d'observation anthropologique. Ouais, alors du coup, je vais vous en toucher 2 mots parce que du coup, il passe dessus vite fait. Euh, Alors, je suis pas fan de l'enthousiasme qu'il y a. Alors, le texte est bien, mais je suis pas fan de l'enthousiasme qu'il y a autour parce que ça sert beaucoup à un récit bourgeois dominant. Alors, je conseille la très longue vidéo d'Estonie à laquelle j'aurais bien aimé réagir. Le problème, c'est qu'il est absolument grotesque et que, bon, 2 heures et demie, ça fait chaud, quoi. C'est pas trop bien pour mon format réaction. Mais en gros, là-dedans, il explique que, bah, en fait, on sait au fur et à mesure que la diffusion d'informations officielles est en fait contrôlée par le gouvernement et que du coup c'est des mensonges, c'est de la propagande, voilà. Donc on ne fait plus confiance à ce vecteur d'information.
En revanche, on aura tendance à faire confiance, les soldats auront tendance à faire confiance à n'importe quel autre type de transmission d'informations, puisqu'il y a besoin d'infos, et que bah, de fait, en fait, on va pas faire la vérification et tout, du coup les rumeurs vont bon train. Et du coup, il a une analyse du coup à ce sujet-là, et il se dit que bah tiens, dans un moment où la communication est aussi restreinte, finalement, ça nous permet peut-être d'avoir un avant-goût de ce que peut être la communication dans un monde médiéval, par exemple, où il n'y a pas le même niveau de circulation d'informations, où il n'y a pas l'électronique, etc. Et c'est de là qu'il tira une certaine appréciation d'historien pour écrire ensuite sur les rois thaumaturges, ces rois qui, par le toucher, pouvaient, pouvaient guérir des malades. Des malades. Euh, mais alors du coup le truc c'est que du coup c'est très intéressant hein, comme propos. Après c'est un petit peu trop utilisé. Alors Mark Bloch lui c'est quelqu'un qui tient un propos justement aussi sur le contrôle de l'information à ce moment-là, mais sur ses effets délétères etc. Mais ce truc-là est un peu trop repris strictement en mode mépris de classe universitaire pour le prolo qui va croire en n'importe quelle théorie du complot sur Twitter, sur X, plutôt que plutôt que de se fier à ce qu'il entend à la télévision. Et donc ça peut vraiment autant le Mark Bloch réfléchit quelque chose de très intelligent sur cette question justement des fausses nouvelles, autant la manière dont ça a tendance à être utilisé, mobilisé dans les médias, et constitue vraiment un mépris de classe, et constitue d'un mépris de classe enfin organisé quoi dans ce monde médiatique. Donc c'est pour ça aussi que quand quelqu'un est hyper enjaillé par oui et puis c'est carrément comme aujourd'hui, je suis un petit peu comment dire, je suis un peu méfiant, voilà, si je devais dire ça comme ça. Il y observe les croyances collectives, les réflexes sociaux face au danger, la manière dont les sociétés réagissent à l'événement. Bloch fait ses propres expériences, il mêle le terrain et les archives, la mémoire et la critique des sources. Et ça sera le socle de son travail d'historien dans l'entre-deux-guerres. Lorsque la guerre se termine en 1918, il rejoint l'université de Strasbourg. Autre truc intéressant, pas forcément abordé aussi, c'est que Marc Bloch, il a beaucoup enfin, il montre par écrit une certaine sympathie distante vis-à-vis de ses soldats, très analytique, hein, vis-à-vis de ce qu'ils vivent. Vis-à-vis des gens qui en sont sous ses ordres, mais des témoignages aussi, encore une fois, des hommes qui se servent sous ses ordres, encore une fois, c'est quelqu'un de très très strict, et qui d'ailleurs dit assez clairement qu'il serait tout à fait prêt à sévir contre la désertion, contre la démoralisation, contre ce genre de choses. Donc, et en fait, de ce point de vue-là, il est assez représentatif de ce que vont être beaucoup de sous-officiers de l'époque, où du coup il y a une sorte et où il y a justement cette sympathie distante vis-à-vis des soldats, mais avant tout il y a l'incarnation du rôle de sous-off quoi. Sous-off pour ceux qui n'ont pas les diminutifs militaires sous-officiers quoi. Je vais dire sous-off globalement quand je reparlerai de cet aspect-là de Marc Bloch. Redevenue française après 48 ans d'annexion allemande. Strasbourg, c'est alors bien plus qu'un poste universitaire. C'est un symbole. Sous l'Empire allemand, la ville était devenue une vitrine de la science germanique. À la reprise de la ville par la France en 1919, il s'agit de reconstruire une institution républicaine d'excellence. Le gouvernement français y envoie donc une génération exceptionnelle de professeurs dans toutes les disciplines. Aux côtés de Bloch, on retrouve des figures majeures. Lucien Febvre en histoire moderne, André Pigagnol en histoire romaine, Maurice Alpvar en sociologie, des géographes comme Henri Bollig, ou encore des économistes et psychologues comme Blondel. Et ce foisonnement intellectuel, ce croisement des disciplines, ça va nourrir ce qui deviendra plus tard ce qu'on appelle la nouvelle histoire. En 1920, Marc Bloch soutient une thèse de doctorat volontairement réduite par rapport aux normes de l'époque. Cette thèse, c'est Rois et serfs, un chapitre d'histoire capétienne, une étude sur l'affranchissement des serfs en Île-de-France. À une époque où l'histoire politique dominait encore largement, Bloch s'intéresse déjà à des thématiques sociales et économiques.
c'est le début d'une révolution méthodologique. Les années 1920 marquent aussi les débuts d'une frustration. Non, mais alors ça, par contre, pour le coup, c'est totalement un truc où là, les libéraux découvrent, enfin, les libéraux découvrent l'eau chaude hein, à ce moment-là, parce que une histoire matérialiste dialectique, ça existait depuis super longtemps, une histoire très sociale, ça existait depuis bien longtemps. Encore une fois, je vous ramène que, putain, comment dire, Guizot, c'était le début du 19e siècle. Hein. Donc, Bloch, début du 20e. Donc là, pour le coup, enfin, c'est pas vrai que, pour le coup, s'il y avait un truc qui est pas vrai, c'est de dire que Marc Bloch et son courant historique introduit des thématiques sociales, productives ou ce genre de choses. C'est complètement faux, même pour le coup. Enfin, c'est même si ça peut représenter une subversion ou une différence par rapport au positivisme ou à une vision plus intentionnaliste, encore une fois. Alors, je crois qu'à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, ce courant historique, mais c'est le nom que je retiens parce que c'est comme ça que ça s'appelait plus tard. Ça a tendance à être appelé plus tard. Bah, en revanche, c'est juste c'est une modération, voire même des fois par moments c'est un peu ça peut même paraître un peu pauvre sur ce plan-là, pour des marxistes par exemple. Et déjà à l'époque, il y a la critique externe de ça. Donc enfin, vraiment, ça je suis pas, je suis pas, c'est un truc sur lequel je vais pas être, hyper, c'est un truc que j'aime pas trop comme manière de présenter les choses. Celle du retour à Paris. Bloch candidate au Collège de France en 1928, puis en 1934 et 1935. L'antisémitisme rampant dans les grandes institutions universitaires, mais aussi les rivalités internes entre historiens parisiens, font qu'il n'y arrivera pas. Ironie de l'histoire, son ami et complice intellectuel, Lucien Febvre, lui, est élu au Collège de France. Mais Bloch n'en reste pas là. En 1929, avec Febvre, Oui, pour le coup, comment le Heu, à l'époque, il y a pu y avoir une ambiguïté, Maverick lui-même mettait pas forcément le fait qu'il n'ait pas été, admis sur le compte de l'antisémitisme. Mmh. Il estimait déjà que c'est une preuve de sa valeur le fait qu'il ait réussi à être candidat pour y entrer. Mais après coup, enfin, il y a eu enquête historique, derrière. Il y a eu une espèce de camarilla justement, de rivaux qui ont joué du coup sur l'antisémitisme, sur des rumeurs, etc. pour le faire, pour le disqualifier, en fait. Voilà, donc voilà, pour être clair. il fonde la revue Annales d'histoire économique et sociale, qui deviendra plus tard les Annales Économie, Société, Civilisation. Ce que veulent les deux compères avec cette revue, c'est briser les carcans de l'histoire politique traditionnelle en intégrant des approches issues de l'économie, de la sociologie, de la géographie, de la démographie. On y parle autant des structures sociales de longue durée que des mentalités collectives. Vous vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais là, c'est une rupture absolument majeure dans l'historiographie, c'est-à-dire dans la manière de produire l'histoire, hein, la matière scientifique. En 1936, Marc Bloch succède à Henri Hauser à la Sorbonne et quitte enfin Strasbourg. Ben, il Encore une fois, il y a des prédécesseurs, enfin, il y a des précurseurs. Le fait que, comment dire, ce que fait la revue des Annales, principalement, c'est que elle formalise un petit peu cette question, cette vision de l'histoire. Mais en fait, elle existe déjà, notamment chez le père de Marc Bloch, en fait, qui a bossé, qui a fait sa thèse, etc. avant lui. Donc, en vérité, elle engage surtout une espèce de, oui, de rapport de force au sein de l'université, dans une certaine grille de lecture, je trouve, autour de certaines grilles de lecture de l'histoire, quoi. C'est plutôt ça la question qui est là. C'est pas non plus, mais c'est pas inédit comme manière d'approcher les choses. faut le dire, sa reconnaissance institutionnelle arrive tardivement. Il est au sommet de sa carrière scientifique, au moment même où le monde bascule à nouveau dans la guerre. Malgré son âge de 53 ans en 1939, en dépit d'une polyarthrite invalidante et d'une famille nombreuse, il décide de se réengager pour... Oui, du coup, il parle pas de l'épisode de. Oui, alors, il a dit à un moment que Mark Bloch avait fait ses études en Allemagne.
Hem comment et alors du coup, il avait l'habitude, avant d'être publié dans des revues françaises, il avait l'habitude d'être en relation avec des magazines allemands surtout et en fait, 1933, parce que juif, il est interdit de publication et il est, remplacé, par, un historien nazi, dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, Mark Bloch du coup à ce moment-là, enfin, heu a depuis un bout de temps en fait, même depuis 1929, a eu un intérêt un peu pour se demander ce que racontaient un peu les historiens folkish et il en a dit qu'il comprenait rien à cette conception d'histoire. Donc folkish, c'est le truc avant les nazis entre guillemets, c'est ce que deviendront globalement ces historiens qui deviendront nazis. Il ne comprend rien à cette vision-là de l'histoire du coup. Enfin, quand il dit il comprend rien, c'est surtout, pour lui ça ne renvoie à rien de factuel. Tout dans la vision nazie de l'histoire, en fait, le renvoie juste à une recherche désespérée de validation, comment heu heu de comment dire de postulats, enfin a priori quoi. Comment dire la les nazis croient en la lutte millénaire de la race nordique aryenne contre les autres races et surtout contre les juifs. Et en fait, ils plaquent du coup, et ils vont tout manipuler pour aller dans ce sens-là et faire disparaître globalement et ne pas prendre en compte ce qui ne leur convient pas. C'est ce que, alors à l'époque, le terme, je crois, n'existe pas encore, mais c'est ce qu'aujourd'hui on appellerait du négationnisme. À l'époque, il y a un tel tri social vers l'université qu'il n'y a plus forcément de débat pour savoir euh, de quel type de comportement, pourrait-on dire, le monde universitaire devrait se prémunir, par exemple. Et c'est plutôt des débats qui sont venus post 45. Et du coup, l'historiographie nazie, dès l'époque contemporaine du nazisme, du Troisième Reich, c'est une historiographie qui est négationniste, qui refuse de prendre en compte tout ce qui ne va pas dans le sens de son idéologie. Euh, voilà, alors, des fois on en fait l'accusation sur le marxisme. Alors, il existe de très mauvais historiens marxistes, mais globalement, il y a surtout des historiens qui en fait juste sont capables d'intégrer plein de choses très différentes à une grille de lecture marxiste, sans avoir besoin d'ignorer purement et simplement des faits, quoi, s'ils les arrangent pas. Globalement. Pour redevenir un militaire. Il se déclare lui-même le plus vieux capitaine de l'armée française. Et il est affecté au service des essences des armées. D'ailleurs, il y gagne une nouvelle citation pour conduite exemplaire. Sauf que voilà, il voit de très près l'effondrement militaire et moral de la Troisième République, puisqu'en 1940, l'armée française se fait détruire en quelques semaines par les Allemands. Et ce naufrage absolu, il va tellement bouleverser Bloch qu'il va écrire de juillet à septembre 1940 un manuscrit qui va devenir très célèbre, L'étrange défaite, témoignage de 1940. Après l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Vichy, Marc Bloch est exclu de la fonction publique en vertu des lois antisémites de 1940. Ils sont Alors, le titre L'étrange défaite n'a pas été choisi par Marc Bloch, c'est le titre qui a été choisi a posteriori par la maison d'édition de Franc-Tireur, son mouvement de résistance, après sa mort. Le Franc-Tireur était structuré, le mouvement de résistance était structuré autour d'un journal, qui n'est pas la même chose que les francs-tireurs et partisans, et qui n'a évidemment rien à voir avec le torchon rose-brun néo-socialiste dans lequel écrivent Raphaël Enthoven et Caroline Fourest aujourd'hui. Mais du coup, c'est la maison d'édition de Résistance après derrière qui publie ça avec ce titre-là. Voilà. Donc le manuscrit existe déjà et circule déjà en clandestinement pendant l'occupation, mais il gagne il obtient ce titre-là euh, après la mort de Bloch. Euh, alors à émigrer aux États-Unis. Mais les autorités américaines lui refusent le droit de partir avec ses 6 enfants et sa mère à oui, il parle pas du contenu de l'étrange défaite. Ouais, alors lui aussi qui essaye de pas trop être la cible
on va dire d'intempéries politiques dans ses commentaires, je comprends pourquoi. L'étrange défaite de Mark Bloch, du coup, dedans, il pose la question du fait que euh, les élites, alors lui, il dit pas les élites, il dit d'une part le capital français, d'autre part les militaires français, n'ont pas voulu comment dire, n'ont pas voulu se donner les moyens en fait de battre les nazis. Euh, alors il y a des choses que croit observer Marc Bloch qui sont assez discutables a posteriori, et d'autres où il y a des intuitions ou des analyses où il s'intéresse à des faits qui effectivement derrière ont été vus comme signifiants par l'historiographie après coup. Voilà. Alors là ça nous permet d'aborder un truc important aussi et que Marc Bloch le premier défendait de son vivant. Le but d'un historien c'est pas de devenir une tablette de marbre indépassable pour les suivants. Le but d'un historien c'est d'être un jalon dans la succession historiographique et le rêve de tout historien sérieux, c'est d'un jour être dépassé par des gens qui proposeront, qui découvriront des sources supplémentaires et qui trouveront une analyse plus pertinente des mêmes sujets sur lesquels il a bossé. Et en cela, c'est un peu ridicule de survaloriser spécifiquement le génie de Mark Bloch là-dessus en disant c'est intouchable, alors que en fait, enfin lui-même globalement aurait sans doute voulu qu'on retravaille, qu'on re-questionne ces trucs-là. Donc moi, alors sur l'étrange fait déjà, alors un truc quand même que euh, euh, alors déjà, dissipation d'un doute sur un truc, Marc Bloch ne dit pas littéralement que les élites entre guillemets ont conspiré pour faire tomber la France, surtout pas. Il dit que les élites ne se sont pas donné les moyens, ont préféré, ont trouvé moins grave l'éventualité de perdre plutôt que d'autres choses, plutôt que certaines autres choses. Voilà. C'est quand même pas exactement la même chose. Et ça va le distinguer de pas mal d'autres grilles d'analyse. Notamment aujourd'hui, Annie Lacroix, pour le coup, est tenante d'une historiographie où elle considère vraiment que beaucoup de milieux militaires ou capitalistiques ont vraiment voulu la défaite. Euh, et Annie Lacroix est plus quelqu'un de très reconnu dans le monde universitaire et globalement est plutôt, enfin comment dire, étant donné que sont typiquement, alors je parlais de négationnisme, typiquement elle fait une histoire qui ignore assez volumineusement pas mal de trucs qui vont plutôt contre ces théories. Euh, euh, ouais, bah voilà ce que je peux en dire. Alors d'ailleurs sur la question de savoir alors où est-ce que éventuellement quels sont les moyens d'une victoire que ne se seraient pas donnés les Alliés? Je pense qu'un jour on se fera un react au documentaire d'Arte sur pourquoi le pacte germano-soviétique, et où en fait ils expliquent que vraiment Staline à la base voulait une alliance antifasciste contre Hitler, et que ce sont les Alliés, enfin c'est la diplomatie des Alliés vraiment qui avait des pressions enfin de toutes sortes, qui faisait que bah, c'était pas possible. Donc il s'est rabattu sur un pacte germano-soviétique avec résignation après. Mais c'était pas. On se regardera ce documentaire, un de ces quatre, ce sera très très intéressant et du coup ça permettra un peu de parler de qu'est-ce qu'il peut y avoir de concrètement derrière cette étrange défaite justement de quel genre de moyens ne se sont pas donnés justement les alliés pour remporter la victoire quoi. Alors très âgé. En fait, il n'a le droit d'être accompagné que de 4 de ses 6 enfants, car les 2 premiers sont majeurs. Refusant de se séparer de sa famille, il reste donc en France. Son appartement parisien est réquisitionné, sa bibliothèque expédiée en Allemagne. Dans cette période difficile, il reçoit tout de même un peu de soutien. Jérôme Carcopino, secrétaire d'État à l'Éducation nationale et ancien élève de son père, parvient temporairement à le faire réintégrer dans l'enseignement en l'affectant à la faculté de Strasbourg, alors repliée à Clermont-Ferrand. Mais les conditions de vie y sont très dures. En 1941, en raison de la santé fragile de son épouse, il est transféré à Montpellier où il continue, tant bien que mal, à enseigner tout en n'ayant pas accès à sa bibliothèque. Sous le régime de Vichy, les lois antisémites rendent la vie quotidienne de la famille Bloch intenable. Bloch continue pourtant de publier anonymement dans la revue Les Annales sous le pseudonyme de Marc Fougère. Lucien Febvre, cofondateur des Annales, souhaite la reparution de la revue alors que Bloch s'y oppose. Cette revue elle-même
elle est contrainte de changer de nom pour survivre à la censure. Entre 1941 et 1943, dans des conditions matérielles très difficiles, il va rédiger Voilà, alors ça c'est autre chose aussi, c'est le fait que Marc Bloch, lui, a une activité, ou progressivement se place dans une activité de résistant, et lui-même, même en tant qu'historien, se place comment dire, veut subvertir en fait que quelque part l'état vichiste, alors que finalement beaucoup de gens avec qui il travaille en fait ont une stratégie tout à fait, enfin veulent plutôt des stratégies d'adaptation, ils veulent faire avec Vichy en fait. Euh, c'est quand même d'autres choses intéressantes, c'est que malgré des grilles de lecture historiques euh, similaires, il y a des collègues qui ne vont pas avoir le même type de positionnement militant actif politiquement que lui, quoi. D'ailleurs, si on est assez précis, Lucien Febvre fait plus et quelqu'un encore plus actif dans la question de la théorisation justement d'une nouvelle histoire, mais il n'y étend pas forcément des conclusions, il fait pas forcément communiquer ça avec un positionnement de citoyen politique comme le fait Marc Bloch. Voilà. Apologie pour l'histoire au métier d'historien qui sera publié en 1949. C'est un ouvrage testament et inachevé qui est super important où il va exposer sa vision du travail d'historien. Rigueur critique, méfiance vis-à-vis des jugements hâtifs et surtout refus de toute forme d'histoire fataliste. Une histoire qui serait forgée par un destin ou une histoire qu'on ne ferait que dans le but de valider son postulat de départ. Une vision qui est encore largement partagée aujourd'hui. Ça, pour le coup, j'avoue que enfin, c'est un truc sur lequel je reviens plusieurs fois, mais alors j'ai l'impression de dire relativement une évidence parce que je crois que les gens qui bossent en sciences humaines globalement souvent ça pousse quand même à avoir ce point de vue-là. S'il y a bien un truc du marxisme avec lequel je suis en désaccord, c'est de partir du principe que il y a un enchaînement logique, j'ai envie de dire, d'une dictature du prolétariat vers le communisme, puis euh, vers un communisme devenu libertaire parce que mondial, etc. Et une sortie de l'histoire finalement, l'histoire étant vue comme les contradictions, comme l'opposition principale des contradictions de classe. Euh, pour moi, c'est vraiment une vision. Déjà, c'est une vision qui ne pousse pas le matérialisme jusqu'au bout, puisque pour moi, le matérialisme ne s'arrête pas une fois que la révolution socialiste a eu lieu. Il continue, même après la révolution, d'y avoir des tensions liées à des classes qui ont des positions différentes dans la société, notamment parce que l'appareil bureaucratique du parti, en fait, crée en soi une classe sociale ascendante, même si elle a un rôle historiquement progressiste, ça n'empêche. Que en général d'ailleurs, les bureaucrates les mieux placés globalement sont des gens qui appartenaient à la technocratie de l'aristocratie ouvrière avant même la Révolution. Donc en réalité, tu coupes un étage du système hiérarchique économique, mais en fait, tu conserves quand même une hiérarchie avec des déterminismes sociaux fermés, etc. Et en fait aussi, bah, au bout d'un moment, alors moi, c'est vraiment une vision de scientifique, hein, mais en fait, on n'en sait rien. On n'a jamais vu un État, comment dire, un État communiste enfin, se généraliser par une révolution mondiale. Donc, moi, je pars du principe que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passera. Nous n'avons pas vu cette société, donc nous ne pouvons pas en connaître les contradictions principales. Nous ne pouvons pas en connaître pour le moment assez clairement en fait le type de schéma d'évolution. Et peut-être que une telle société aura des contre-coups insoupçonnés et mènera à encore un tout autre type de régime économique et politique que nous ne pouvons même pas soupçonner parce que correspondant à un type d'avancée technologique permis par le socialisme que nous ne connaissons pas aujourd'hui en fait. Donc voilà, le raisonnement scientifique sain, c'est à la fois, à mon avis, de ne pas avoir une vision avec eschatologique en gros avec une sorte d'histoire en perspective pour la lutte politique, et c'est aussi ne pas avoir une vision apocalyptique surdéterministe, en gros, qui voudrait que déjà d'une part qu'il y ait un déterminisme et que on est capable à notre échelle humaine de le comprendre tout à fait et de le voir et de savoir que tout est foutu globalement de la bonne dame. Alors, si d'un point de vue, je vais dire quasiment théologique, je crois au déterminisme dans le sens où je pense que tout est prédéterminé. D'un point de vue méthodique, en revanche, je suis alors, et en réalité c'est globalement le cas de la plupart des marxistes contemporains. Moi, je suis dans une étude possibiliste. C'est-à-dire qu'il y a des voies de possibilité. Les conditions matérielles contraignent des voies de possibilité.
Mais concernant le chemin parmi ces possibilités qui va être emprunté, il reste à l'action humaine, à l'action collective de le déterminer. Euh, voilà. Donc, mais ça, globalement, ce que je suis en train de dire, j'invente pas l'eau chaude, hein. Globalement, c'est quand même ce que beaucoup de marxistes contemporains tiennent. Je parle du fait d'être possibiliste et de pas anticiper une eschatologie négative de l'apocalypse et de l'effondrement, de la collapsologie, ça s'appelle la collapsologie, le déterminisme vers l'effondrement. Voilà. Donc c'est ce qui peut faire une différence avec certains types d'écologie ou d'anarchisme qui en fait ne sont plus que ne sont plus que du verbe pour des petits clercs satisfaits de leur position et qui en fait ne servent pas le moindre militantisme concret. Voilà. La moindre tentative de transformation du monde concret puisque tout est foutu. Aujourd'hui par tous les scientifiques. Lorsque les Allemands envahissent la zone libre en novembre 1942, Marc Bloch bascule définitivement dans la clandestinité. En 1943, après l'invasion de la zone sud qui ne le laisse en sécurité nulle part, il rejoint la résistance à Lyon au sein des francs-tireurs dont il est l'un des chefs, puis des mouvements unis de la résistance. D'abord affecté à des missions subalternes, il devient rapidement responsable régional de la résistance en Rhône-Alpes. Sa rigueur, sa discrétion et son autorité naturelle en font une figure incontournable. Et en parallèle, il continue à écrire pour la presse clandestine et met son intelligence stratégique au service du Conseil national de la résistance. Mais la clandestinité devient de plus en plus dangereuse. Le 8 mars 1944, Marc Bloch est arrêté à Lyon par la Gestapo, trahi après une réunion de la résistance. Emprisonné à Montluc, il est torturé par les hommes de Klaus Barbie. Alors, erreur factuelle. Marc Bloch est arrêté par des Français, par la police française aux ordres de la Gestapo, avec une qualification gérée en communication avec la Gestapo, mais il est arrêté par la police française. C'est toujours important de rappeler ce détail-là, quand même, factuel. Mais il ne livre aucun de ses camarades. Le 16 juin 1944, il est fusillé avec 27 autres résistants à Saint-Didier-de-Formans, à quelques jours de la libération de Lyon. Il avait 58 ans. Marc Bloch reste... Non. Erreur sur le terme aussi, alors erreur classique qui circule beaucoup dans le débat public, le terme fusillé ne convient pas. Parce que la procédure de fusiller quelqu'un, c'est une procédure militaire assez stricte, assez formelle, qui d'ailleurs est codifiée par le droit de l'armée, etc. Et on reconnaît les honneurs de fusiller un ennemi en tant que soldat. Un ennemi en tant que soldat, ou alors un criminel de guerre en tant que soldat. Marc Bloch et ses camarades ont été assez sauvagement et hâtivement abattu, avec une exécution tenue en secret, qui en fait, alors justement, le terme qui convient, c'est exécution. Voilà, exécution ou assassinat, voilà. Mais le fusiller, le terme est impropre et a beaucoup trop été utilisé et vient un peu aussi d'une manière des soldats allemands de se représenter en train d'exécuter des prisonniers. Alors la fameuse photo que vous venez de voir où il y a plein d'Allemands en ligne, ça c'est des photos prises par la propagande allemande à destination d'une certaine presse allemande ou collaborationniste et qui montrent justement des trucs assez propres. La vraie vie, c'est que globalement, les exécutions pratiquées par les Allemands ne ressemblent pas à ça, hein. C'est voilà. Et en fait, globalement, vous avez de la chance si c'est bien organisé d'ailleurs l'exécution en question. Euh, Dans l'histoire comme l'un des rares intellectuels de son époque à être mort les armes à la main, fidèle jusqu'au bout à son double engagement, celui de l'intellectuel et celui du citoyen. Et c'est là qu'on comprend à quel point Bloch est à part. Parce que si on prend un petit peu de recul, il est au cœur de la tourmente, mais il va garder cette capacité à analyser froidement ce qu'il est en train de vivre. L'étrange défaite, il l'écrit en 1940. C'est pas un livre écrit après coup avec le recul de la victoire ou de l'exil. C'est un témoignage de première ligne, rédigé à chaud,
quelques semaines après l'effondrement de la France. Et là-dedans, il y met tout, son expérience de soldat, son regard d'historien, et surtout, sa lucidité brutale sur la faillite des élites du pays. D'ailleurs, c'est pas alors encore une fois, Étrange des Fêtes n'est pas si génial que ça. Enfin, il y a plein de choses intéressantes évidemment, factuelles et tout dedans, mais en fait, qui s'alimente aussi notamment, bah, de la presse et des actualités qu'il y a à l'époque. Et en vérité, ce que fait Mark Bloch, où il tente d'objectiver un certain nombre de choses sur la situation, c'est aussi nourri par des critiques, mais historiques et continuelles, hein, adressées par, bah, la presse social-démocrate globalement à l'état de la France. Enfin, voilà, il faut dire ça aussi. Enfin, c'est pas, faudrait pas. En fait, il y a un autre truc, c'est bien fait. Là, il est un peu en train d'y avoir un effet comment dire, un effet biopic où on va un peu le voir comme un type seul contre tout. Non, par contre, dans tout ce qu'il fait, et comme d'ailleurs toute personnalité évoluant historiquement, il est toujours entouré et il contribue de mouvements collectifs. D'ailleurs, c'est important, c'est aussi c'est comme ça que Mark Bloch se voyait en politique, d'ailleurs. Donc c'est important. Ça. Même si son exigence très critique d'intellectuels, historiens, etc., faisait que plus les choses ont évolué dans le temps, plus il a eu du mal à prendre sa carte quelque part ou à être ou avoir une fidélité de parti, quoi. À part dans la résistance où là, pour le coup, il se comporte en militaire, enfin en soldat, quoi, plus qu'en militant, parce que c'est son raisonnement. Mais voilà, c'est important comme, quand même. Je pense. Pour lui, la défaite de 1940, elle n'est pas seulement militaire, elle est intellectuelle, morale, politique. Bloch accuse sans détour les chefs d'armée, figés dans leur certitude, incapables de comprendre la guerre moderne. Mais il va plus loin, il s'en prend à une partie de la bourgeoisie française qui, par peur du Front populaire, par peur du changement social, a préféré se résigner à voir Hitler l'emporter. Pour Bloch, c'est cette alliance tacite entre la réaction et la lâcheté qui a précipité le pays dans l'abîme. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne tombe jamais dans le ressentiment ou la plainte. Il écrit en historien, en citoyen, mais aussi en homme de terrain. Et c'est ça qui donne à L'étrange défaite sa force unique. Il n'est pas là pour distribuer des leçons, mais pour comprendre. Ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de se voiler la face, qu'on regarde la réalité dans les yeux, même si elle est cruelle. Et s'il écrit tout ça à l'époque, c'est pas pour inventer une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire de l'histoire. Il écrit ça parce que il aime son pays et parce qu'il est persuadé qu'un historien doit aussi être un homme d'action. À ce moment-là, il n'a aucune idée que son texte deviendra après sa mort un ouvrage clé pour comprendre non seulement la défaite militaire, mais aussi le naufrage moral de la France en 1940. Finalement, L'étrange défaite, c'est un acte de résistance en soi. Ça, on fait gaffe un peu sur l'idée du naufrage moral de la France, parce que, bon, dit comme ça, si on prend la France dans son ensemble, bon, ça rejoint un peu la rhétorique de Pétain, qui disait en gros que la France a été battue moralement par, par l'Allemagne nazie. Non, alors, Bloch adresse quand même assez précisément quelques catégories qui selon lui ont fait, comment dire, ont fait preuve de lâcheté, quoi. Enfin, voire ont trahi. Euh, c'est voilà, c'est pas de la France. Euh, Ah oui, alors un autre truc que je voulais préciser du coup sur la question du fait que l'état-major qui comprend mal la guerre, euh, la question de la mécompréhension du coup de la guerre moderne euh, par l'état-major français est beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit souvent. D'ailleurs, je pense qu'on attaquera ça dans des vidéos suivantes, mais la question exactement de c'est quoi la dissonance stratégique exacte entre, enfin, si on compare France, Allemagne. En se disant aussi que bien sûr, enfin, dans la guerre, la question c'est pas juste de savoir qu'est-ce qu'un acteur a mal fait, etc. S'il y a un adversaire en face. Donc c'est toujours voir comment c'est articuler l'interaction entre les deux acteurs finalement. C'est voilà. Ça n'est pas un livre qu'on écrit pour les honneurs, ni pour l'histoire officielle. C'est un cri de lucidité lancé en pleine tempête, par un homme qui refuse d'abandonner l'intelligence face à la catastrophe. Et c'est aussi ce qui va causer sa perte.
cette incapacité à renoncer et à faire semblant. Car pour Bloch, comprendre, c'est déjà combattre. Comme vous vous en doutez, Marc Bloch n'était pas qu'un combattant ou un historien. Alors non, non, pour Bloch, combattre, c'est combattre. C'est le comprendre permet le combat. C'est voilà, bon, voilà, il s'agirait pas de transformer ce type qui littéralement est allé prendre le risque de mourir et est effectivement mort au combat réel, hein, aller l'assigner au fait que juste, voilà, là, un intellectuel ou un historien qui ose dire la vérité, avoir un regard, etc., critique, machin, finalement c'est aussi un résistant moderne. Non, 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 rien à voir. Non, bon, les historiens qui prendront des risques, etc., et qui, dans le cas où éventuellement il y aurait le fascisme au pouvoir, enfin, prendront des risques. Je pense à Joanne Chapoutot. Hein. Joanne Chapoutot, pour moi, si vous voulez, toute. Alors, comparaison n'est pas assimilation, mais si vous voulez, mon Marc Bloch moderne, moi, c'est Joanne Chapoutot, hein, clairement. C'est historien qui ose un peu prendre des risques pour sa poire. Dans l'arène politique et en résistance contre des sujets et face à des périls dangereux. Alors après, je te donne une question aussi. Ma grille de lecture est en train d'évoluer au fur et à mesure et je crois de moins en moins à la victoire de Jordan Bardella en 2027. En fait, alors, ici j'ai souvent dit il est bien placé pour gagner en 2027 et par contre s'il perd, ce sera foutu. Ouais, alors en fait, globalement, alors pas mal de choses me laissent penser que finalement, ça risque de pas bien se passer pour lui dès le premier tour, mais on en reparlera d'autres fois. Médiéviste. Il a surtout voulu réinventer la manière de faire de l'histoire. Et c'est exactement ce qu'il fait en 1929 lorsqu'il fonde avec Lucien Febvre la revue Annales d'histoire économique et sociale. Dès leur création, Marc Bloch et Lucien Febvre affichent une ambition claire: sortir l'histoire de ces vieux schémas. Ils en ont assez d'une discipline réduite aux batailles, aux rois et aux diplomates, racontée à travers les grands hommes. Leur objectif, c'est de comprendre les sociétés en profondeur, en étudiant les logiques de long terme, les structures économiques. Là, il y a un petit souci déjà parce que, enfin, il y a une assimilation en fait un peu trop facile et rapide entre le positivisme qui était majoritaire à l'époque, qui consiste à faire une histoire très très date, très chiffrée, y compris avec des chiffres en matière de marchandises, hein, par exemple, le volume de marchandises, etc. Enfin, voilà. Et mais enfin, par ailleurs, qui est pas forcément, mais qui est pas vraiment une histoire des grands hommes du coup, parce que souvent elle va essayer de réduire et d'objectiver ces personnages et elle s'intéresse pas, par exemple, je sais pas, au fort intérieur quoi. À la différence d'un autre courant historique avec lequel de toute façon l'école des annales communique assez peu parce qu'il y a des dissensions assez dingues. Là pour le coup, il y a un monde entre les deux. Le monde entre les deux étant justement le positivisme, c'est pour le coup une histoire plus intentionnaliste. Où là, pour le coup, effectivement, on est sur l'histoire des grands hommes, quoi. C'est c'est quand même pas la même chose, quoi. Enfin, c'est un peu brouilli, quoi. C'est un peu brouillon comme manière de présenter les choses. Les mentalités collectives et les comportements sociaux qui traversent les siècles. Et pour ça, ils ouvrent l'histoire aux autres sciences sociales. Sociologie, économie, géographie, anthropologie. L'historien ne peut plus se contenter des chroniques et des parchemins. Il doit aussi analyser les cartes, les monnaies, les statistiques, les objets et les paysages, en gros, tout ce qui peut éclairer le fonctionnement concret d'une société. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que les annales s'adressaient pas seulement aux universitaires. Bloch et Febvre, ils espéraient aussi toucher les élites économiques et politiques parce qu'ils étaient convaincus qu'une histoire sociale et économique pouvait aider à comprendre les crises et les transformations du présent. Alors oui, faut être honnête, ça s'est pas Mm. vraiment passé comme ça. La revue, elle est jamais devenue la lecture favorite des patrons et des ministres. Mais cette volonté de dialoguer avec le monde du pouvoir, elle s'affiche dès le début. Dans les années 1930, la revue se distingue aussi par son intérêt pour l'histoire immédiate. Le fait de traiter des... Pour le coup, moi, le fait d'avoir une histoire enfin, se propose aussi au monde politique, enfin, en mode avec grille d'analyse, etc. Moi, je trouve ça extrêmement bien. Et en vérité, alors, il y a pas mal d'historiens quand même aujourd'hui qui osent faire un peu ça. Par exemple, bah, j'ai rencontré récemment euh, les auteurs de comment dire, dissolution, l'histoire de la dissolution de Napoléon à Macron.
Et alors eux, pour le coup, ils écrivent un peu à la présidence de la République et tout. Alors eux, c'est un peu des gens de centre-gauche, voilà, un peu comme ça, mais il y a pas mal de gens qui commencent à prendre le pli d'essayer de communiquer avec le monde politique. Alors là, on parle de gens qui communiquent avec le monde politique le plus institutionnel et le plus installé, mais ça peut aussi être communiquer avec le monde militant, quoi. Enfin, c'est un petit peu ce que fait Chapoutot aussi, quoi. Sujet d'actualité avec la méthode de l'historien. Et l'équipe des Annales fait ça en publiant des articles sur la crise de 1929, sur la montée du nazisme, sur l'URSS stalinienne. Mais l'objectif, ça n'est pas de militer, ni de dénoncer. Là, il s'agit d'analyser, avec méthode et esprit critique, les mécaniques en jeu. Ce projet repose donc sur deux ambitions. La première, politique au sens noble, ça consiste à éclairer les citoyens et les décideurs sur les grandes mutations contemporaines. La seconde, elle est scientifique. Transformer la discipline historique en rompant avec le positivisme du 19e siècle, c'est-à-dire une histoire qui accumule les faits sans les comprendre. Pour Bloch et Fèvre, l'essentiel, c'est d'expliquer les phénomènes sociaux, de mettre au jour les structures invisibles qui conditionnent les événements. Et c'est ce qu'on appellera plus tard la longue durée, une idée que les véritables moteurs de l'histoire sont souvent invisibles à l'échelle de l'événement immédiat. Alors, qu'est-ce que ça implique de leur point de vue ? Eh bien, que l'historien doit regarder le monde dans lequel il vit sous peine d'être aveugle. Là, il ne s'agit pas de faire du journalisme, mais de rester attentif aux réalités sociales et économiques de son époque, tout simplement pour mieux comprendre le passé. Malgré la guerre et la censure allemande, la revue survit sous le titre Mélange d'histoire sociale. Après la Pour mieux comprendre le passé et aussi pour mieux intervenir dans le présent. Marc Bloch a dit, malgré enfin tardivement, enfin un peu, enfin au moment où il était résistant, a dit, enfin a dit que en fait, enfin voyant Vichy s'installer, que alors certes il a pris des positions antifascistes et tout, peut-être qu'il ne s'est pas assez investi en militantisme par rapport à ce qu'il aurait fallu, quoi. Donc, c'est pas que ça. Là, Macron, notamment, il va nous vendre une espèce de scientifique des Lumières contre les extrêmes et tout. Bon, déjà, Marc Bloch, c'était un peu les extrêmes, hein. Enfin, les extrêmes d'un côté et l'extrême gauche, en l'occurrence, extrême gauche. Pour les Macron de l'époque, c'était l'extrême gauche. Marc Bloch, c'était l'extrême gauche. Mais euh, c'est quand même, enfin, c'est vraiment, t'es vraiment dans le gars qui s'investit pour le coup dans le monde public et qui prend des positions qui à l'époque enfin, peuvent être choquantes, hein. Enfin, ça dépend que tu les prends d'où, mais qui peuvent être choquantes. Les tronches des faites dans le monde universitaire de l'époque, c'est choquant. Voilà. mort de Bloch, Fèvre, puis Braudel assurent la continuité en institutionnalisant le projet. Mais les fondations posées par Bloch restent intactes. Une histoire comparative, pluridisciplinaire, attentive aux structures profondes. Salut Et Ferrari c'est ainsi que 5051. les Annales vont devenir, au fil des décennies, la revue d'histoire la plus influente au monde, transformant en profondeur le métier d'historien. Ce travail collectif des Annales, c'est déjà une énorme pierre posée pour la production et la transmission de la science. Mais à titre individuel, je pense que c'est quand même important de prendre 2 ou 3 exemples du travail de Bloch pendant sa carrière pour vous montrer à quel point son approche, elle a été fondatrice et révolutionnaire. Et on peut commencer avec Les Rois thaumaturges, un ouvrage qui a été publié en 1924, 4 ans après sa thèse. Marc Bloch avait songé à le sous-titrer « Histoire d'un miracle ». Ici, il s'intéresse à une croyance enracinée dans les mentalités médiévales, selon laquelle les rois de France et d'Angleterre possédaient le pouvoir de guérir les écrouelles, les maladies, par simple imposition des mains. Ce rituel, pratiqué du XIe au XVIIIe siècle, servait à sacraliser la figure royale et à affirmer l'autonomie du pouvoir monarchique face à l'Église, en particulier au moment de la réforme grégorienne, lorsque la papauté cherchait à renforcer son autorité. Marc Bloch ne s'intéresse pas seulement au miracle lui-même. Ce qu'il passionne ici, c'est le rôle social et politique de ce geste. Pour lui, le roi thaumaturge, ça n'est pas un roi magicien, c'est un souverain qui, à travers des croyances populaires, consolide sa légitimité. Le toucher royal devient un instrument de pouvoir, un rituel symbolique. Et le roi, il s'en sert pour affirmer son pouvoir face à l'Église qui en face en veut aussi.
Avec les rois thaumaturges, Bloch pose les bases d'une histoire des mentalités, une histoire attentive aux représentations collectives et aux formes symboliques du pouvoir. En croisant sources religieuses, politiques et anthropologiques, il ouvre la voie à une approche globale qui contribuera à faire de lui l'un des fondateurs de l'histoire sociale et culturelle moderne. En 1939-1940, Marc Bloch publie La Société féodale, son dernier ouvrage complet. Et c'est un véritable aboutissement de sa réflexion de médiéviste. Alors juste, comment son essai sur les retournages aussi lui a valu une campagne de haine antisémite assez phénoménale, de la part justement, d'historiens, plus enfin traditionnalistes, hem et enfin qui, par exemple, avaient leur carte à l'action française, quoi. Et il était concrètement menacé de mort, et cetera. C'était pas donc c'était aussi ce contexte-là où du coup, certaines publications, pouvaient, aussi étaient assez risquées. Il était, littéralement menacé par les cannes des Cameaux du Roi, quoi. Alors les Cameaux du Roi, c'est la branche, combattante de l'Action française, pour ceux qui ne l'ont pas. Là, il ne s'agit pas d'une simple histoire politique du féodalisme, mais d'une vaste enquête sur les liens sociaux qui structurent l'Europe médiévale. Rapports de dépendance, réseaux d'hommes, pouvoirs locaux. Mais Bloch innove surtout par son regard interdisciplinaire. Il croise l'économie, la géographie et l'histoire sociale pour comprendre comment les hommes vivaient, pensaient et percevaient leur environnement. Il s'intéresse aux paysages, aux formes d'habitat, aux mentalités rurales, pose les bases d'une histoire régressive, attentive aux structures profondes. Et encore aujourd'hui, la société féodale reste une œuvre de référence. Non seulement par son ampleur, mais parce qu'elle ouvre des champs nouveaux. Histoire économique. Après, je connais pas son travail sur la société féodale dans le détail. Maintenant, juste alors un truc important sur les périodes anciennes, sur l'essentiel du Moyen Âge et sur l'Antiquité, c'est que le défi en histoire, vu le peu de sources dont on dispose souvent, enfin souvent il y a des sections de sources importantes, c'est moins de réussir à détecter comment pensaient les gens de l'époque exactement, que surtout essayer de comprendre ce qu'on ne peut pas déduire qu'ils pensaient, juste en plaquant notre vision du monde à nous actuellement. C'est surtout ça le défi. Parce qu'en réalité souvent, enfin ça dépend de quel sujet on parle, mais souvent on n'a pas suffisamment de sources en fait pour avoir de certitude. Donc le défi c'est surtout de réussir et moi je trouve ça très stimulant, c'est pour ça que j'ai ma seconde période préférée après l'époque contemporaine, c'est l'Antiquité, vraiment parce qu'il y a ce défi je trouve intellectuel à essayer de comprendre un peu, d'envisager, mais quels sont les possibles en termes de réflexion des gens de l'époque et comment surtout on ne peut pas partir du principe qu'ils pensaient exactement comme nous. Ah, ça, je trouve ça passionnant. Anthropologie historique, préfiguration d'une histoire environnementale. C'est le socle des débats sur l'organisation sociale de l'Europe médiévale. Puis en 1941, Marc Bloch entame ce qui sera son dernier texte, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien. On l'a dit, c'est un texte qui reste inachevé à sa mort puisqu'il est publié en 1949 par Lucien Febvre. Mais cet ouvrage, il est devenu, au fil des décennies, un manuel incontournable pour les historiens en formation. Sous la forme d'une réflexion personnelle, Bloch y interroge le sens et l'utilité de l'histoire. Il y défend une histoire comme science du changement, refusant l'histoire figée et purement érudite. Pour lui, l'historien doit être de son temps, conscient des résonances entre passé et présent. C'est un plaidoyer pour une méthode rigoureuse, mais aussi un antidote contre les idées reçues. D'ailleurs, dans l'étrange défaite, il fait une comparaison entre ce qui s'est passé et la défaite d'Athènes face à Sparte lors de la. euh, alors j'ai oublié le nom de la guerre en question, putain, qui a duré 7 ans entre Sparte et Athènes, mais où Athènes est battue et où euh, des ligues d'oligarques en fait remplacent la démocratie par le régime des 30 tyrans. Et
Et en fait, il fait une analogie entre les deux. Et c'est assez intéressant. Ah bah du coup, là, c'est l'inverse, hein. C'est des ligues. C'est faut- c'est un peu comme si les patrons de la roue avaient fait avaient fait un mouvement révolutionnaire pour profiter de la défaite lors de la Première Guerre mondiale pour instaurer une utopie libertarienne, si je dois comparer. Oui, c'est ça, t'as raison, guerre du Péloponnèse. T'as tout à fait raison, c'est la guerre du Péloponnèse. Et personnellement, je me retrouve beaucoup, comme beaucoup de gens, dans cette approche. Après la guerre, Lucien Febvre veille à entretenir la mémoire de Bloch, notamment en publiant ses textes. Et pourtant, Donc, si t'as une vision trop ouverte, où tu t'intéresses plus à ce que toi tu places derrière que à ce qu'essaye de raconter exactement l'auteur. Oui, c'est sûr qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'identifient. C'est un commentaire assez malin, je trouve, lucide, qu'a fait quelqu'un sur un plateau de C'est à vous. Alors, je ne vous montre plus de passage de C'est à vous parce que France Télé est ultra chiante sur la censure, sur la sélection, tout ce qui sort de leur chaîne. Mais du coup, qui en fait commence à faire une espèce de comparaison avec un bloc et tout par rapport à la modernité, et puis elle finit par dire, rendre compte que, ouais, mais en fait, en même temps, le problème, c'est peut-être que moi, je l'ai passé en tant qu'historienne, et du coup, je place des trucs personnels, émotionnels et tout, au lieu d'essayer d'accéder à la pensée, à la vision critique de l'auteur. Et c'est très pertinent comme remarque, hein, du coup, et là, je pense que le fait que plein de gens enfin, sentent une comparaison avec Mark Bloch, voilà. Euh, Moi, je me sens pas une proximité, je me sens pas une proximité particulière avec Mark Bloch, je vais vous dire. Ne serait-ce que parce que c'était un excellent élève et que bon, moi, et sévère avec les gens qui l'a comme subordonné derrière et que bon, moi, je ne suis pas pas du tout son tempérament-là, donc je n'ai pas je ne sens pas d'identification avec Mark Bloch. Et je me sens un intérêt pour son travail assez modéré. Je vois qu'une pierre parmi d'autres avant de constituer certaines réflexions critiques sur l'histoire, mais malgré tout, vu qu'encore une fois, moi je suis plutôt dans une histoire matérialiste dialectique sur la plupart des sujets, à quelques exceptions près, globalement j'ai une vision matérialiste dialectique surtout de l'histoire récente, et je trouve qu'on va dans des périodes plus anciennes, ça peut être plus intéressant de partir sur l'histoire des annales, voilà, pour donner précisément mon avis. C'est, comment dire, c'est vraiment mon, voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Après, moi, je suis très content qu'on ait enfin un grand historien qui est un héros, en plus, qui est vraiment le héros de la profession, parce que pour le coup, vraiment, c'est quelqu'un qui est mort pour la résistance, et qui est absolument incroyable de ce point de vue-là. Donc moi, surtout, ce que je veux commémorer, surtout, c'est le héros de la résistance, et le héros, du coup, du corps d'historien, quoi. Donc, du coup, c'est surtout ça qui est important pour moi. Et du coup, je suis en mode, oui, c'est important d'en reparler et tout, il y a quelque chose. Et je suis alors dire, mon père m'a posé la question, est-ce que j'aurais pas préféré qu'il soit panthéonisé sous Mélenchon plutôt que sous Macron, parce que peut-être que Mélenchon aurait dit des choses plus intéressantes. Et en vrai, franchement, je m'en fous. Parce que malgré tout, ça met le sujet sur la table, et puis au moins on discute de ça et tout. Et franchement, je me fous un peu du fait que, comme d'habitude, Macron va faire un discours un peu claqué, quoi. Euh, comment après bon, il y a d'autres enjeux pour lesquels là en revanche, vraiment je pense ça. Typiquement le fait que, beaucoup de profs veulent, panthéoniser, Samuel Paty. Alors moi je suis pour, mais surtout pas dans le climat, d'hégémonie islamophobe actuel, hein. Sous Mélenchon, si ça compte vraiment beaucoup pour le corps enseignant, vous panthéonisez Samuel Paty autant que vous voulez. Mais alors actuellement, sous Emmanuel Macron, c'est hors de question, quoi. Là, pour le coup, j'aurais un truc de non, non, sous Macron, vraiment pas. Mais Marc Bloch, bon, pourquoi pas, finalement. La panthéonisation, une fois qu'elle est lancée, ça lui appartient pas qu'à lui, hein, donc bon. dans les décennies suivantes, c'est surtout Febvre et Brodel qui dominent la scène historiographique. Bloch, lui, reste en retrait. Et il faut attendre les années 1970-80
avec le retour des débats sur Vichy et la méthodologie historique, pour que l'œuvre de Bloch connaisse un renouveau. À partir des années 1990, le métier d'historien est réédité et son héritage est pleinement réhabilité. Sa figure devient alors emblématique, celle du savant rigoureux, mais aussi du résistant et du penseur engagé. Bloch redevient le saint patron des historiens. J'ai bien conscience que cet épisode, aux oreilles de certains, ça sonne un petit peu comme une sorte de profession de foi. Si vous y connaissez rien à la base, vous pouvez vous dire que je suis un fan hardcore de Marc Bloch, qui le hisse presque au rang de divinité. Mais il ne s'agit pas de ça, en réalité. Là, il s'agit de rendre hommage à un homme qui a profondément marqué toute la discipline, et sans que vous le sachiez même, toute la société. D'ailleurs, pour mes épisodes, j'ai noué des relations avec l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Alors moi, j'aime pas le ton très obséquieux, très nanana, les violons, machin. Enfin, on peut rendre des hommages et tout en abordant une complexité des personnes en question et juste en parlant de qui ils étaient réellement, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie d'intituler il y a une citation de Marc Bloch qui a très peu été abordée dans le débat public. Actuellement, une grande citation de Marc Bloch qui était Robespierriste, anti-Robespierriste, dites-nous simplement qui fut Robespierre. Et moi, cet état d'esprit-là de Marc Bloch qui me parle beaucoup plus que beaucoup d'autres trucs qu'on a pu ressortir sur lui ces derniers temps. Juste, moi, je serais en mode, juste, dites-nous qui fut Marc Bloch, tout simplement. C'est, voilà, historiciser finalement le sujet du mort en question. Bon, après, peut-être que je suis, comment dire, je sais pas, je suis contaminé par le désenchantement de la société plus plus, et que du coup j'ai une espèce de ricanerie intérieure pour tout ce qui est un peu trop, selon ce que j'appelle obséquieux, tout ce qui est un peu trop solennel de ce genre-là, autour de ces trucs-là, que je trouve ça, j'ai tendance à trouver ça ridicule quand c'est fait tel quel aussi. Je trouve que le tournage vidéo, je l'aime pas trop, je trouve que c'est une bouillie un peu trop positive, qui met un peu. Alors je trouve qu'elle le met sur un piédestal réellement parce que elle le place pas forcément dans un contexte plus long et dans un processus suffisamment collectif, hein, même si c'est quand même abordé, le fait qu'il est pas seul à la barre sur la revue des annales, mais bon, voilà. Après, je suis quand même content qu'il fasse une vidéo là-dessus et tout. Je pense que c'est bien qu'il le fasse. C'est un contenu plutôt sympa. Et bon, je voulais trouver, pour parler de ça, un contenu sur lequel j'ai des choses à redire, qui sont pas suffisamment complets et tout, pour pouvoir faire du react, et en même temps où je sois suffisamment calme et tout, pour que ce soit un peu en mode sympa, on respecte quand même du coup la mémoire justement de Marc Bloch, et voilà. Et du coup, ça s'y prêtait plutôt bien. Parce que bon, sur le média, ils ont sorti des fucking masterclass où là, pour le coup, j'aurais rien à redire. Et globalement, beaucoup de ce que je vous ai dit vient des historiens qui, justement, ont fait des livres d'histoire sur Marc Bloch, qui ont été interviewés dans le média. L'émission La Grande Hache, c'est une putain d'excellente émission. Je suis pas fan de ce que fait le média souvent, mais vraiment, La Grande Hache, une des meilleures émissions globalement du monde, je trouve, internet de gauche, de très loin. Et alors c'est assez dingue parce qu'ils ont récupéré un mec de France Culture globalement, qui a été jarté par les purges globalement de la télévision et tout, enfin, et de la radio, c'est vraiment c'est pas mal, quoi. Et puis qu'est-ce que oui, et alors aussi ça me permet de pas être sur un truc où je serais trop vénère. Genre par exemple l'émission de Luma, qui encore une fois était nulle à chier. Non mais vraiment je déteste l'humanité, ce journal est nul. Enfin, je dirais il est pas suffisamment bon pour faire du contenu genre vraiment court, vraiment très adapté aux nouveaux médias, etc. Enfin, ils font pas c'est pas le truc qu'ils investissent le plus. Et voilà, donc ils touchent pas forcément les masses. Et pour ce qui est de faire du contenu taille moyenne, des contenus de 15 minutes ou un peu plus, c'est toujours médiocre, je trouve, d'un point de vue intellectuel, mais un point qui est, je trouve, affligeant, rempli de trucs assez faux d'ailleurs. Chaque fois, ça, moi, à chaque fois que l'humanité traite d'un sujet sur lequel je m'y connais bien, je sais qu'il raconte de la D, genre dans des proportions qui peuvent être, enfin, qui sont plus grosses que cette vidéo-là que vous venez d'écouter. Enfin, genre, t'as mené à faire un meilleur boulot que là, quand Luma a essayé de parler de Mark Bloch, où il y a des très, très, très grosses conneries, quand même. Donc, bon, bref, je voulais rester le plus possible, et je me suis encore énervé sur l'humanité, bref.
Et ça me permet, sur pas mal de sujets très complexes, d'avoir le regard des meilleurs spécialistes sur le travail qu'on fournit avec Nota Bene pour éviter de raconter des âneries. Et figurez-vous que même à l'EHESS, il a eu une influence. Si Marc Bloch n'est pas tout de suite mis au premier plan après sa mort, son héritage va peu à peu irriguer les institutions. Il a longtemps enseigné à l'école normale supérieure, mais c'est surtout à travers l'histoire des annales que le lien avec l'EHESS va se construire. Après la guerre, Lucien Febvre obtient la création de la 6e section de l'école pratique des hautes études, l'EPHE, qui est dédiée à l'interdisciplinarité entre l'histoire et les sciences sociales. Cette section devient le foyer des annales qui impose peu à peu leur programme scientifique. Dans les années 1970, la 6e section va gagner son autonomie et devenir l'école des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. De nombreux chercheurs y voient aujourd'hui une filiation directe avec Marc Bloch, même si lui-même n'a pas connu cette institution de son vivant. D'un point de vue légal et matériel, le lien reste en tout cas très fort, car les annales sont toujours hébergées à l'EHESS. Leur titre en est la propriété et le personnel de la revue est financé par l'école. C'est un lien qui dépasse finalement la simple tradition, c'est une continuité intellectuelle revendiquée. En juin 2026, Marc Bloch, pour tout ce qu'il a apporté à travers son œuvre, mais aussi pour son engagement dans la résistance, reçoit les honneurs de la France en entrant au Panthéon. À ses côtés, rentrera également au Panthéon Simone Vidal, son épouse, qui l'a accompagné tout au long de ses travaux de recherche. Marc Bloch, c'est un mélange entre Jean Moulin et Lucien Febvre. C'est à la fois l'un des plus grands historiens du XXe siècle et l'un de ceux qui ont payé de leur vie leur engagement contre le nazisme et l'antisémitisme. Cette double figure, c'est celle du rénovateur de la discipline et celle du héros civique. Bloch, c'est la preuve qu'on peut penser le temps long et mourir pour son présent. Et ça, c'est son héritage. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Merci à Bastien Verdier et Hélène Paulet pour leur écriture sur cet épisode. Merci également à l'EHESS et à Étienne Anna. Ok, et voilà. Et voilà qui fait. Alors du coup, moi, ce que je voulais proposer, c'était, alors pour ceux qui sont volontaires, plutôt que de faire un truc classique, c'était d'inviter ceux qui sont dispo ceux qui sont volontaires dans le chat Discord. Genre, on n'affiche pas les visages, mais juste. Et du coup, on fait une discussion libre justement sur des sujets qui tournent autour de Marc Bloch et de l'histoire, s'il y a des volontaires. Sinon, je vais interrompre, je vais mettre fin au stream globalement parce que j'ai très chaud et que je vois pas forcément l'utilité de lancer une nouvelle vidéo. On a fait un truc plutôt sympa, je trouve déjà, et qui a pris un petit peu de temps. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont en mode go vocal, comme ça on a une discussion un peu plus fluide, bah, si ça viendra. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont partants pour le truc mais qui veulent pas que leur voix apparaisse dans un live et dans la rediff, ce qu'on fait c'est que juste je coupe le stream mais on peut continuer la discussion sur Discord, hein. C'est vous qui voyez. Tuc. Pouf, pouf, pouf. Ah là là, ah la grande hache, le monde nazi, comment les masses sont censés au pire purée, des putains de contenus effectivement sur le média niveau histoire. Euh, Ça j'avais pas écouté, ça aurait watché, ah bah j'aurais pu. Bon, j'ai écouté des trucs pas mal non plus, hein. A priori, si ce qu'on fait, c'est que je coupe le live et puis si vous voulez, on continue si vous voulez, on continue les discussions dans Discord. Bon, de toute façon, j'ai coupé le live. Salut les gens. Yop.